Bonsoir et merci de nous retrouver sur notre tribune, notre plateforme. Et évidemment, c'est un énorme plaisir de prendre la parole, de prendre son destin, de créer de l'émulation, du débat et puis apporter un peu de baume au cœur. Dans cet océan de misère, vaut mieux jeter une bouteille à la mer. Alors, je tenais d'abord, avant de commencer cette émission, à dire à toute la communauté euh, nationale française que nous sommes choqués par la barbarie. Il faut savoir que, comme le disait Mélenchon, la France est née de cette lutte interminable pour la liberté. Et pourquoi j'aime la France? C'est parce que la France, c'est une terre de liberté, c'est une terre d'espérance. Je débat souvent avec beaucoup d'Africains sur la France, la portée, et puis beaucoup d'intellectuels, et on a souvent des visions parcellaires quand on parle de la France, parce qu'on se limite au rôle historique de la France en Afrique. Mais en réalité, la France, c'est le plus beau pays du monde, parce que la France permet l'explosion de la liberté. C'est une terre où le riche, le plus riche et le plus pauvre peuvent se rencontrer sur les Champs-Élysées, payer le même café. C'est une terre qui a été imaginée pour l'universalisme. D'ailleurs, Hemingway disait que Paris est une fête, même si aujourd'hui c'est le Covid. Paris, c'est la seule terre où on se sent libre. C'est une valeur axiomatique. Ce n'est pas un rêve. Et la naissance de l'État français moderne, il y a 150 ans, et puis la République des Trente Glorieuses avec la cinquième constitution de 58 avec De Gaulle a permis à ce qu'on matérialise ce désir de la France d'être un empire. On ne peut pas critiquer un pays d'être un empire. Et ce soir encore, j'aimerais dire que les gens qui assassinent les humains à coups de machette ou de fusil partout dans le monde doivent être condamnés. Quand je dis ça, je viens aussi dire à tous les Camerounais, par exemple, qui nous suivent ce soir, que le combat pour la liberté ne doit pas céder à la barbarie. Je pleure aussi nos enfants morts dans cette école-là parce qu'ils allaient chercher le savoir. On ne peut pas mourir parce qu'on va chercher le savoir, quelles que soient les raisons. Quelles que soient nos ambitions politiques, quels que soient nos combats, nos chapelles religieuses ou politiques, on ne doit pas tuer le savoir. Et d'ailleurs, il y a un grand monsieur qui m'a appelé tout à l'heure et il m'a dit, mais monsieur Bissok, vous n'avez pas honte de faire vos projets de 10 000 repas alors qu'on attend beaucoup de vous. Je dis, les grands projets que j'ai faits avant, je n'ai rien attendu de vous. Et je vais même vous étonner plus. Au lieu de 10 000 repas, on va fixer la barre à 100 000 repas pour 100 000 enfants. Et pourquoi je le fais? Parce que au-delà des pleurs, au-delà des cris, au-delà des... Nous n'arrivons pas à impacter, à mettre une stèle. Nous n'arrivons pas, par exemple, au Cameroun, on va parler du deuil, les gens vont pleurer sur Facebook et partout là, le cinéma, mais il n'y aura rien après. Historiquement, dans 6 mois, vous allez revenir, il n'y aura que les familles qui auront peut-être porté le deuil. Or, nous devons laisser des marques. Nous devons collecter parfois, au-delà de l'émotion, des sommes pour faire des stèles, du panthéon pour ces enfants, ériger des monuments pour ces enfants, pour les victimes. Alors, je revenais à la France pour dire que la France s'est confrontée à un dilemme, la liberté de savoir, la liberté des cultes et la liberté aussi de la pensée face
à l'establishment des dogmes. Pas l'islam, mais les islamistes. C'est pour ça que j'ai dit dans un texte tout à l'heure qu'on ne débat pas de tous les sujets avec tout le monde. Il y a des gens qui sont sensibles. La question c'est, est-ce que la France a le droit de faire ce qu'elle veut? Est-ce qu'on est libre en France de publier Soulin Sango, merci, merci pour l'initiative. Ouais, finalement, parce que nous tous, un leader n'est pas là pour pleurer. Hein. Un leader est là pour mobiliser. Un leader est là pour montrer la route, pour mener des actions. Et après, les gens jugent s'il les a bien menés ou pas. Quand je dis qu'on peut faire 100 000 repas, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Seul, je peux faire une grande partie de repas pour les enfants. Mais une initiative seule aujourd'hui n'a pas de sens. Si on s'associe plus, on peut faire plus. C'est pour ça que ceux qui donnent depuis 2 semaines qu'on a lancé l'opération sont alloués. Il n'y a pas de manière de faire. Et en ce moment au pays, on ne peut pas mener de très très gros projets. On est sur des projets de forage, on est sur des projets, et puis on assimile tout à la politique. Or, le repas pour un enfant orphelin, un enfant du nord-ouest et du sud-ouest, n'a pas de politique. Tu empêches un enfant d'aller manger son poulet, son riz et son jus, il peut te tuer. Pour Noël, on a tout refusé à nos enfants, l'école, l'éducation, la santé et tout, mais un repas, vous n'allez pas y arriver. C'est pour ça que je dis de mettre la main dans la poitrine. Alors, pour le débat de ce soir, ce qui m'intéresse, c'est que mon téléphone est toujours ouvert. Hein, je vous donne l'antenne. J'aime échanger avec vous parce qu'on est en train de monter des gros projets. Hein, et moi, mes projets réussissent toujours parce que je prends le temps et j'annonce mes projets pour dire aux petits sorciers d'arrêter de croire qu'ils peuvent arrêter un projet. On n'arrête pas un projet. Sinon, allez tuer Zuckerberg, allez tuer Jeff Bezos, allez tuer Elon Musk. L'Africain croit que sa petite haine et sa jalousie peuvent arrêter le destin ou le projet. Vous ne pouvez rien. Quand on doit faire un projet, on le fait. Et puis, il faut dire qu'on fait, on fait. Quand la France a dit qu'elle va conquérir l'Afrique, quand les Anglais ont dit allons prendre l'Afrique, ils sont allés prendre. Quand tu dis que tu fais quelque chose. Et j'ai atteint ce stade dans ma vie où je n'écoute plus les gens. 2 règles pour réussir sa vie. Ne jamais se mêler de la vie des gens. Et ne jamais écouter la vie des gens. Tu es sur page. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Fabienne Kotor, qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas. Donc, le numéro de téléphone est là. 06 99 33 83 93. J'ai le numéro le plus ouvert au monde parce que je n'ai rien à cacher. Et nous allons parler de la situation en France, pourquoi il y a l'intolérance, pourquoi on tue les gens. Et puis nous allons parler de la situation en Côte d'Ivoire. Ils sont à 2 jours de l'élection. Pourquoi il y a la tension en Côte d'Ivoire, pourquoi on tue les gens. Et nous allons revenir au Cameroun. Pourquoi au Cameroun on tue les gens. C'est partout la même scène, c'est partout les mêmes crimes. Est-ce que l'être humain est porté à la méchanceté, à la haine et à la destruction ou à l'autodestruction? Nous allons en parler et puis voir les mesures. Qu'est-ce qu'il faut? Dans les 3 cas, c'est 3 situations différentes, mais le mobile est d'abord politique. La gestion des hommes, la gestion de la politique, la gestion de la sécurité des gens, la gestion de l'avenir. C'est ça qui m'intéresse ce soir. Donc, vous pouvez évidemment passer des coups de fil, appeler, et puis on va passer quelques temps ensemble. Nous allons réfléchir. Alors, par quel numéro on peut contribuer? Oh là là, mais les gens, mais déjà il y a des gens qui appellent et, mais dis donc, c'est parfait. Euh, Les gens me demandent s'ils peuvent contribuer par OM, Orange Money, même au Cameroun, bien sûr, bien sûr. Euh, 06 96 21 84 54. Et d'ailleurs, pour l'opération à Noël, nous allons, pour cette opération de 100 000 enfants, on aura besoin de bénévoles à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Kumba et Bamenda. Alors,
Fadima Toudalil dit, ce monde fait vraiment peur. Si seulement tout le monde pouvait comprendre qu'on doit tous être ensemble et y remédier. Mais les gens ne sont pas sages. Nous tous nous disons qu'il ne faut pas la guerre, mais je me dis finalement, est-ce que les hommes ne sont pas nés pour faire la guerre? C'est quand même... hein? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, là? Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème, n'est-ce pas? Hein? Et c'est pour ça que les Grecs disaient déjà que civis pacem para bellum. C'est-à-dire qui veut la guerre prépare la paix. Et il faut peut-être que les Africains apprennent à faire la guerre. Finalement, il faut que les gens, s'ils veulent résister dans ce monde, apprennent à faire la guerre. Les civilisations qui ont résisté, qui ont dominé, ont appris à faire la guerre. Ils ont appris à conquérir. C'est paradoxal. Il faut être conquérant. Il faut être conquérant. Même les dessins, il y a un débat sur le Cameroun qui se passe sur on dit oh, les autres nous dominent, les autres nous écrasent. Parce qu'il y a des peuples qui ne savent pas qu'il faut être conquérant. On vient sur terre conquérant. Quand un enfant naît et se lève, c'est la conquête de la vie. Il marche, il tombe, il se relève, il apprend à ne plus tomber, donc il lutte. Ah ben donc, les Africains sont étonnants, ils sont venus au monde dans un monde où le porc-épic saute, hein, les fruits tombent, les cocotiers, les femmes se baladent, les gibiers, ils croient que non, on est dans la logique de la conquête. Et les gens qui souffrent le plus au monde sont les gens qui ont mené les grandes batailles pour ne plus subir. Et cette culture-là, il faut l'enseigner dans toutes nos écoles. S'il m'était donné de tenir une université au Cameroun ou en Afrique en général, le premier module serait la guerre pour préparer la paix. La paix des nouvelles générations, la paix de nos enfants, la paix de nos mamans, la paix. Et il faut que les Africains apprennent à faire la guerre. Mais la vraie guerre, elle est psychologique, elle est politique, elle est économique. La guerre, c'est pas un jeu. On ne vient pas sur Terre se balader. Il faut que les gens apprennent à faire la guerre. La guerre, ça ne veut pas dire qu'à Abidjan, les pro-Bagbo commencent à tuer les pro-Ouattara, les pro-Bédier commencent à tuer les pro-ceci. La guerre, ça veut dire s'armer dans une communauté et avoir un but commun. Aller à la conquête du savoir des autres et de tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la guerre, pour que les enfants ne meurent plus au Cameroun, pour que la crise au nord-ouest et au sud-ouest s'arrête? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les élections à Abidjan, qu'on ne compte pas les morts? J'ai vu des vidéos tout à l'heure où les gens portent des sacs sur la tête en train de fuir. C'est horrible. Je ne savais pas qu'on pouvait encore revivre des scènes comme ça. Et finalement, c'est, comme on dit, bis repetitas. Est-ce qu'il faut, on peut pas arrêter ça? Est-ce qu'on peut pas arrêter ça? Et j'ai vu ce soir en France, j'ai quand même vu quand on a tué ces 3 personnes à Nice, j'ai vu un président aller là-bas dans les 2 heures qui suivent. Vous savez, moi je prends la vie comme une école. Et nous qui sommes là et tout près de ce que les autres font en bien, nous devons tricher, nous devons recopier. Nous pouvons le faire. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. J'ai vu le président Macron courir, porter l'assistance, parler aux maires, parler aux populations, parler aux leaders, parler à l'équipe, à mettre l'État en place et mobiliser l'armée et la police. C'est ça qu'on appelle gouverner. Nous, on croit que c'est facile. Quand on nous dit faites alors, on commence à sortir la Bible sur les plateaux de télé. La Bible n'a rien à voir. Quand il y a un problème, une situation politique, une crise dans un pays, comme on a vu au Cameroun l'autre jour, on demande aux autorités la prompte réaction. On ne demande pas aux sous-fifres de parler, c'est le chef qui prend le bâton de commandement. Si le chef est dans l'incapacité, il se met hors service, il se fait remplacer ou il prend des dispositions sans qu'on ait... On n'a pas à débattre là-dessus. On n'a pas à débattre là-dessus. Parce que tout ce qui n'est pas fait spontanément est triché, est faux, et ça nous perd le temps. Tout ce qu'on ne prépare pas dans l'harmonie et le bon cœur, ça montre un goût de bricole, et c'est très décevant. Voilà, c'est très décevant. Donc, merci d'être là,
Merci de prendre l'antenne. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la guerre, pour qu'on évite la guerre en Côte d'Ivoire, pour qu'on évite la guerre au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la France ne bascule pas dans la violence extrême avec l'islamisme? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de racisme, d'ostracisme? Est-ce que... Voilà. Donc, c'est des cas d'école, hein. C'est pas comparable, mais on peut en parler. Parce que ce qui se passe en France nous touche, touche tous les immigrés, touche tous les Africains français, touche tous les gens qui sont dans la communauté. Et le président Macron a dit un truc important, moi c'est ce que je retiens. Il a dit, euh, la France est une grande communauté, la communauté nationale. Le débat est clos. C'est trop beau, non? Si la politique était simple comme ça, pourquoi on n'arrive pas à la faire? Si faire la politique, hein? Mireille, non, ne basculons pas dans des débats anthropologiques, sociologiques, psychologiques. Les Noirs n'ont que ça à dire. C'est pas un débat sur la Bible est importante ou pas. Personne n'a dit que la Bible n'est pas importante. Je dis quand on arrive, il y a une situation sur le terrain. Vous avez vu un ministre au Cameroun, on a égorgé les enfants. Il arrive, au lieu de trouver les mécanismes réels pour régler le problème, il se met à réciter la Bible que le pouvoir vient de Dieu. Ça n'a rien à voir. Les Africains nettoient mal les oreilles. Bonsoir, mon très cher. Bonsoir à vous, le guide. Oui, bonsoir, je suis très heureux de vous avoir. Vous appelez d'où? De l'Allemagne? Non? Non, j'appelle de Varsovie. Varsovie. C'est Oh, tout... Oui, en Pologne. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Je m'appelle Nti. ouais. Je suis tellement ému, c'est-à-dire déjà avoir l'aubaine d'entendre une personne comme vous, ça fait quelques mois que je suis sur votre page, Tout de à temps fait. en temps. Oui, c'est vrai que je ne vous connaissais pas avant. Et la démarche que vous avez, c'est juste like amazing. Yeah. Donc déjà, je souhaite à vous tirer un coup de chapeau sur ce point. Tout à fait. Donc ma contribution ce soir serait au niveau de l'éducation parce que je me suis rendu compte parce qu'à un moment donné, après avoir eu des diplômes, l'éducation qu'on nous a donnée, on se rend compte qu'on a reçu une éducation qui est carrément biaisée. Il faut refaire tout à la base. Alors nous, on se dit, peut-être des aînés comme vous aujourd'hui, vous allez probablement proposer un nouveau système académique pour l'éducation des Africains. Parce Mm. que l'éducation qu'on leur donne les maintient dans l'esclavage mentalement, ils n'y sont pas. Et on a besoin d'une certaine élévation d'esprit aujourd'hui. Si on n'a pas, on ne peut pas s'en sortir. C'est un monde qui est impitoyable. Et Tout là, à fait. l'Africain, lui, n'a pas compris ça. Bien sûr. Ça, ça, Donc, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur, d'autant plus que je vous prends juste un exemple. Il y a une charmante dame, Mireille, oui, par exemple, qui vient de me dire la Bible est un livre très important. Et c'est très dangereux parce que elle veut m'amener dans un débat irréel qui va nous détourner des vraies questions. Pourquoi nous sommes battus? Alors, je n'ai pas dit que la Bible n'est pas un livre important. Et c'est là où tous les idiots vont s'engouffrer pour faire 4 heures de débat et à la fin, on n'aura aucune avancée sur la vie et sur les conséquences réelles. oui, Nous avons le droit aujourd'hui de nous poser des questions sur qu'est-ce qui nous engage, comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre état d'esprit mental, la vie des gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour basculer dans la modernité. Et tout ça n'a rien à voir avec les croyances des uns et des autres. Voyez-vous? bien sûr, bien sûr. Hmm. Comme nous le disons toujours, en fait, la Bible n'a rien à voir avec les Noirs, les hommes originels de la terre que nous sommes, parce que nous sommes le peuple mère, c'est nous qui sommes à l'origine. Donc, je, je pense qu'une personne qui s'accroche à la Bible, qui n'a même pas de fondement réel ou de référence anthropologique, ça signifie que la personne n'a rien compris. Hmm. Aujourd'hui, si nous enseignons des choses aux gens, il faut qu'on enseigne des choses qui puissent produire la richesse, qui puissent aider les gens à avoir des commodités pour bien vivre. C'est Il tout. n'y a que ça. Je vais vous prendre un exemple qui est simple aujourd'hui. Hmm. Il y a eu un événement la semaine passée au pays. Alors, les gens vont vous dire, RIP, je suis Kumba,
Et demain, ils iront à l'église de prier. Ils vont vous dire merci d'être en vie. Ils vont dire à leur Dieu merci d'être en vie. Alors, les enfants qui sont morts là, si je prends le concept religieux, parce que je ne fais pas de religion, et malheureusement, je ne suis pas dans ça. Si je prends le concept de religieux, C'est ta que le liberté. Père a décidé que les enfants doivent mourir. Et eux, ils sont en vie. Mais vous êtes un parent. Moi, je suis un parent. À aucun moment, je ne peux choisir, même si mon enfant est bandit, il est braqueur, je ne vais pas choisir qu'il soit tué. Alors que leur Dieu élimine le mal une fois, aussi simple que ça. Il faut sortir les Africains de la chose religieuse. Si nous ne rentrons pas à la source, on ne va pas purger dans nos cultures. Oui, c'est une élévation d'esprit. Je pense que nous sommes mal barrés. Parce que c'est un débat trop facile. C'est-à-dire, vous avez un ministre qui est arrivé là-bas au Cameroun, il arrive au lieu du crime, il se met à citer les trucs inutiles. C'est-à-dire, les gens, pour masquer leur ignorance, se cachent dans les préceptes bibliques. Moi, je vais vous dire, par exemple, personne ne peut, je mets au défi, puisque je forme et j'enseigne beaucoup de pasteurs et d'hommes de Dieu, là, même en privé. Oui. Le droit canon est très compliqué, vous savez. La Bible a des choses très importantes, mais il ne faut pas discuter de la spiritualité avec n'importe qui. Vous savez par exemple que Saint Paul a dit, surtout les épîtres de Saint Paul, c'est très important. Enfin, je veux dire, il y a une part intelligente dans ces écrits-là, mais ça dépend de l'utilisation que celui qui veut euh, obtenir quelque chose en fait. Quand les Européens arrivent chez vous, vous conquérir, c'est vrai qu'ils vous présentent un visage qui n'a rien à voir avec ce que on vend dans cette Bible qui est le beau, la lumière, la vérité. Bon, nous qui parlons donc de ça, où est la vérité? Même s'il faut la citer, la Bible. Où est Jésus crie tout le temps? Je vois les Africains, les veines sortent sur la tête, ils font des 14 000 vues. Jésus dit deux petites choses, la lumière, la vérité et tout. Mais où est donc la vérité? Où est la lumière? Où est le bonheur? Où est le partage? Donc il faut qu'on réadapte notre intelligence et qu'on apporte aux gens des solutions concrètes. Moi je dis, pour un combat, un événement de combat, ça méritait que nous tous, qu'on soit 10 millions, qu'on envoie un combat break. D'accord? Oui. Nous tous, et ça aurait déjà soulagé quelque chose de concret. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mm. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faudrait que les Africains se mettent au travail parce que l'heure est grave. Tout à fait. Et Mireille qui réagit d'ailleurs, c'est une intellectuelle, hein. Je pense qu'elle disait qu'elle n'a pas lancé le débat sur un thème biblique. Ce n'était pas son intention, mais c'est une intellectuelle, je sais, et c'est une grande dame. C'était pas pour elle qu'on répondait, c'était pour dire aux Africains, le monde est en train de bouger, nos enfants meurent, les pays sont en train de mourir, les gens sont en train de se détruire, le monde est en train de nous écraser. Ne restons pas là à réciter des choses vieux ou vieilles de 2000 ans au lieu d'adapter l'intelligence. C'est tout. Le comble dans tout cela, le guide, je n'ouvre pas la parole, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas quelles sont les origines de cette Bible, qui l'a écrit. Les textes ont été tirés de l'Égypte antique et modifiés. Tout Ils à sont fait. modifiés, contextualisés pour aller dominer, pour aller conquérir les autres peuples. Alors, mais si vous dites aux religieux que rentrez lire les Médous des terres, allez lire le livre des morts, qui est partie intégrante de notre héritage culturel, il faut connaître ça afin de pouvoir mettre sur la balance. Avant de défendre corps et âme l'enseignement biblique, il faut savoir d'où est-ce que ça vient. Parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas le remettre en question. Tu es magique. La question, elle est simple aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça peut aider les Africains? Ça... Moi, je m'inspirais de la Chine, hein, comme je dis toujours. Mao, lui, il est venu avec la révolution culturelle. Après, il y a eu les réformes, Deng Xiaoping, ils ont travaillé et ils sont où ils sont aujourd'hui. C'est vrai, les médias occidentaux ne diront jamais que la Chine est un miracle du 20e. Mais la Chine n'a rien. Vous savez, quand vous êtes sûr de votre force, quand vous êtes sûr de votre force, vous vous en foutez du grattement de la fourmi. L'éléphant ne sait pas si une fourmi existe. Elle peut entrer dans son oreille, crier partout, marcher. L'éléphant, c'est insignifiant. C'est pour ça qu'il faut que les Africains cessent d'être victimes, cessent de pleurer, mais trouvent des solutions, même les petites solutions. 1000 petites solutions, ça fait déjà 1000 petites solutions. Vous voyez, en décembre, là, pour Noël, dans un mois et demi, j'ai lancé l'opération 100 000 repas ce soir pour 100 000 enfants. Non, on va batailler ensemble. On va batailler ensemble. On va batailler ensemble. Si nous sommes 1 million, nous pouvons faire 1 million de repas. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui peut nous dépasser?
Et si nous La sommes richesse, c'est 30 les hommes. millions, nous pouvons faire 30 Mais il y a millions même plus d'écoles. de richesse que les hommes. Mais voilà. Oui. Alors, bonjour mon très cher et merci. Tu peux revenir quand tu D'accord, veux. merci, c'était un plaisir. D'accord. J'espère que tu apprécies On le se revoit. décor, j'espère que tu apprécies le travail. On se bat pour qu'on ne Non, dise pas que vraiment, l'Africain est c'est juste pauvre et sale. grandiose. Voilà. Oui. On va contribuer jusqu'au jour-là. Je pense que ça sera quelque chose de consistant. Oui, ça va aller. Tous les projets que D'accord, j'ai merci à initiés vous. marchent parce que je viens avec le cœur. Je n'ai pas deux intentions. Tous mes projets marchent dans la vie parce que je suis un homme peut-être pas parfait, mais perfectible. J'adore la perfection. Il faut que les Africains apprennent à aimer la perfection. Chers frères et sœurs, le jour où vous allez aimer la perfection, votre vie va changer. Le jour où vous allez aimer la lumière, votre vie va changer. Laissons les échapper, arrêtons de fuir. Parlons de l'intelligence pure. Il y a quelqu'un qui intervient là tout de suite. Il dit le monde va mal. Et nous, les Africains, nous ne sommes pas prêts à mener cette guerre d'identité dans ce monde, ou du moins à gagner une place crédible dans la mondialisation. Trop de travail à faire. Initiation à la science, waouh, la culture, la connaissance, la guerre, la technologie. Mais dis donc, je suis heureux de lire je suis heureux de lire cette contribution. Je ne sais pas qui a fait ce magnifique texte. Je vais essayer de voir si je peux avoir ça ici. Mais soyez détendus, hein, c'est notre émission, n'ayez pas peur. Nous parlons parce que nous sommes les rois du monde. Chacun doit être roi du monde. Alors, qui a fait ce magnifique texte? C'est Marie-Elvire. Merci à toi, Marie-Elvire. Et tu sais que nous aimons toutes vos interventions. Nous aimons quand vous participez. Bonsoir à Karine. Bonsoir à vous tous. À Fadimatou. Bonsoir à Berlin. Dionan, mon petit, le jeune enseignant. Et je suis fier de savoir qu'il est avec nous pour une expérience progressive, hein. Donc, le téléphone est là, 06 95, 06 95, oh là là, 06 99 33 83 93. Alors, je vais vous dire, d'ailleurs, j'essaye d'appeler sur ma page, est-ce que je peux avoir, hier on a essayé d'avoir notre frère Henri Diabaté. Nous sommes en train de travailler, hein, on teste les choses très bien pour vous. Et on a beaucoup de surprises bonnes. Il faut que les Africains arrêtent de pleurer. Il faut qu'on ait des vraies tribunes, des vrais médias, qu'on ait nos choses à dire et on a besoin de personne. Alors j'essaie d'appeler quelqu'un qui est à Abidjan pour qu'il nous donne son sentiment sur l'élection. Alors, j'ai suivi, je ne sais pas si vous avez... Henri Diabaté. Oui, bonsoir. On est en direct, mais je ne t'ai pas briefé, hein. Mais je ne sais pas si tu es dans les conforts. Si tu n'es pas dans les conforts d'écoute, on peut rappeler plus tard. Oui, tu peux l'appeler plus tard, s'il te plaît. Dans combien de temps tu pourras nous faire signe? Oh oui, je vais te faire signe dans 40 minutes. 40 minutes, si on est en direct, parce qu'on veut savoir ce qui se passe à Abidjan, on veut savoir ce qui se passe au Cameroun, qu'est-ce que l'État fait sur place depuis l'assassinat des enfants à Kumba, qu'est-ce que l'État fait en Côte d'Ivoire pour que les élections se tiennent dans la paix samedi. Et en France, on va essayer de débattre. Tout ça, c'est des sujets liés, hein. Est-ce que l'islamisme qu'on voit là, les assassinats là, ne cachent pas un problème culturel profond dans le monde? La bataille des religions, même si on dit que la bataille des religions n'est pas politique, la politique c'est la religion. Il faut que les Africains se comprennent et se mettent ça directement et définitivement ça sur la tête. On n'est pas dans une religion de manière naïve. Celui qui fait la religion ou la pratique selon les principes de cette chapelle, il est dans un combat culturel, civilisationnel et politique. Quand tu es chrétien et que tu es en France, sache que tu es contre les autres églises. Même si on dit qu'il y a la laïcité, ça c'est la politique. Mais la France, comme disait De Gaulle, est une terre chrétienne de race blanche. Et c'est comme ça.
L'histoire a évolué. Ils sont allés prendre des sorciers, des petits fous, des chimpanzés, des gorilles en Afrique, et c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tchad, Soudan, Bénin, pour venir nettoyer les caniveaux. Et puis ces gens-là sont restés là, ils ont fait des enfants qui sont nés dans la République et qui sont devenus français. La question c'est est-ce qu'il faut assimiler tout le monde ou est-ce qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans leurs croyances et dans leur culture? L'Angleterre n'a pas ces problèmes. En Angleterre, les policiers mettent leur turban, ils marchent comme ils veulent, ils prient, ils marchent à leur Coran, leur sourate. Chacun fait ce qu'il veut, mais il faut respecter la République. En France, il y a une théorie en réalité d'assimilation et ça pousse parfois à faire que les autres se sentent frustrés. On veut assimiler même les gens qui sont nés sur place. On vous dit d'être comme tout le monde. Mais en même temps, est-ce qu'on peut tout abandonner pour devenir l'autre? Est-ce que, bon, c'est un débat complexe. Quant à moi, je n'ai jamais eu un problème parce que je trouve que la culture, la seule qui devrait primer, c'est la culture du beau, du bon et du bien. Il faut savoir prendre ce qui est bien. En France, quand vous voyez la liberté, le savoir, ça c'est bien, il faut prendre ça. Mais non. Donc, merci d'être connecté. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler là tout à l'heure, mais de toutes les manières, le téléphone est ouvert, hein, donc ne vous gênez pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, par exemple, les guerres finissent en Afrique en général, en Guinée, au Cameroun, au Gabon, tout ça. On a toujours l'impression que quand l'élection arrive, quand il y a quelque chose qui vient, c'est la guerre. D'ailleurs, j'ai suivi avec beaucoup d'admiration l'intervention du président Babo qui a fait une grosse sortie tout à l'heure sur TV5. J'ai suivi 35 ou 40 minutes et je suis heureux, un, d'avoir écouté le président Babo et deux, j'ai écouté quelqu'un qui est dans une autre forme de sagesse, il a pris des enseignements. Il n'a pas voulu dire qu'il revient comme le diviseur. Il a dit il a droit de rentrer chez lui. Et quand on libère un prisonnier, il a besoin d'assistance, 1 kilo de riz, des bisous, du sac, de pommes, de patates, de la nourriture, de la viande. Et ça, c'est une grande leçon de sagesse. C'est un message que je voulais passer peut-être au président Ouattara. Il faut faire tout, monsieur le président Ouattara, pour que le président Gbagbo rentre chez lui. Et quand on a écouté Gbagbo, on se dit quand même que il y a aussi beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de, il a beaucoup appris parce que c'était la première fois qu'il devienne président. Il y a pas une école de président. Il faut que les Africains sachent qu'il n'y a pas une école pour être président. Avant d'être président, on n'a jamais été président. Donc, on apprend là-dessus. C'est le seul poste au monde où on apprend sur le tas. Et c'est très compliqué. Le destin joue beaucoup de choses, la nature, le charisme. Et un très bon homme politique peut être un très mauvais président. Et je pense que c'est ce qui est arrivé au président Gbagbo, qui est arrivé dans un contexte particulier. Il a tiré les leçons. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne parle plus trop de l'action politique, il parle de négociation. Ça veut dire qu'il sait qu'il faut aller vers un apaisement. Et donc, moi, à titre personnel, je n'ai pas envie que la situation s'envenime, par exemple en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas envie d'ailleurs que l'Afrique baigne dans le sang, parce que c'est de l'énergie perdue, c'est de la force de production perdue. On a tous les problèmes du monde en ce moment. Si vous ajoutez à ça le chaos, nous ne nous en sortons pas. C'est pour ça que quand je regarde la situation en Côte d'Ivoire, il y a l'économie qui marche, il y a les grands travaux. Des années glorieuses ont été lancés par Ouattara, mais on sent quand même que les gens en Côte d'Ivoire ont encore faim. On sent que l'éducation n'est pas passée encore partout. On sent qu'il y a des blocages. On sent que les gens ont des rancœurs tribales. Il y a une blessure profonde culturelle. Et ça, il faut que les Africains, à un moment, s'asseyent et décident de crever l'abcès sur les problèmes qui les regardent, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'intelligence nouvelle, l'Internet, la lumière. Et j'ai une sœur qui a fait une contribution magnifique, qui s'appelle Karine d'ailleurs. Elle disait que c'est pour elle, elle se demande si on n'a pas mal fait
si on n'a pas fait une erreur en partant de l'Afrique. Quand nos parents sont partis de l'Afrique, est-ce qu'ils avaient raison de fuir? Est-ce que nous aussi on a eu raison de partir? Est-ce qu'on a raison de laisser ce continent se débrouiller seul? Est-ce qu'on a raison d'enfermer les gens dans une autre réalité? Vous avez suivi le frère tout à l'heure qui disait que c'est quand même dramatique que les gens soient dans des débats inutiles. Dieu a dit que, la Bible a dit que, ceci a dit que, quand on leur demande comment faire pour tirer l'eau, comment faire pour pêcher, comment faire pour attraper plus de poissons pour que tout le monde mange, comment faire pour que l'économie décolle, comment faire pour écraser nos graines d'arachide pour qu'on ait la pâte d'arachide, qu'on ait du savon, qu'on ait de l'huile. Comment faire pour que la forêt que Dieu nous a donnée serve d'expérience scientifique pour la médecine. On a toutes les plantes, toutes les médecines du monde. On a tout le coffre-fort du monde. On a le garde-manger du monde. Mais on a l'impression que la culture des conquérants, des Occidentaux, nous tient par la carotide. Vous savez comment le lion chasse? Le lion chasse en étouffant sa proie. Il prend les jugulaires. Le jugulaire, c'est le nerf qui alimente le cœur et le cerveau, le cou. Donc dès qu'il t'étouffe là, c'est fini. Et nous sommes en train de revoir aujourd'hui comment les prédateurs, les colons, sont en train de nous tenir par la carotide. Ils nous tiennent par le jugulaire et nous ne faisons que pleurer. Même il faut quand même lancer même les pattes. Quand on tient une antilope, même si elle veut mourir, elle lance quand même les pattes. Il faut lancer les pattes. Il faut bouger quand même pour mettre l'autre en difficulté. Allô, bonsoir. Ah, Oui, ça c'est un coup de fil qui bonjour vient de le Belgique. guide. Bonjour mon très cher. Comment vous Comment vas-tu allez? le guide? Mais le guide se porte toujours bien. Regardez la joie que j'ai. Moi, je suis heureux de Ah, ok, vivre. Je suis tellement ok, heureux, c'est bon. malgré les difficultés, malgré les contraintes, nous avançons jusqu'à ce qu'on tombe les armes à la main. C'est ça, la vie d'un homme. En tout cas, il faut te battre pour que tu vois, un moment viendra, il ne faut jamais se décourager. Un moment viendra, tout ça ira bien. Oui, mais ça fait 1000 ans qu'on dit ça. Voilà 2000 ans qu'on dit que ça va passer. L'esclavage ne passe pas. Hein. Mais le guide, tu sais, le seul côté aussi que les gens, on pense que, ouais, les gens aujourd'hui ne veulent pas faire attention, c'est que quand tu prends depuis la nuit des temps, depuis l'existence des... Alors? Non, tu es en direct, je t'écoute. Voilà. Quand tu prends quand même depuis l'existence, depuis Dieu il a créé l'être humain jusqu'à aujourd'hui, tu comprends, non? Chaque nation, chaque peuple, chaque chose a son histoire, a ses faiblesses et a ses faiblesses, comment on appelle là, et ça a ses côtés forts aussi, tu comprends? Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit quand tu parles de l'islamisme aujourd'hui, même en France, de ce qui se passe, tu comprends? Mais ce qu'on doit comprendre ici, est-ce qu'aujourd'hui, les leçons morales, c'est-à-dire que non, sur le plan moral, éthiquement, moralement, les choses qui sont acceptables, tu vois, et les choses qui ne sont pas acceptables, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour va faire appel à notre bonté humaine? Comme dit toutes les livres, c'est aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Fais-lui bien, fais du bien, fais ça. Est-ce qu'on est prêt à respecter cette parole divine-là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sois un peu plus concret. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on a un problème de moralité et d'éthique. Partout dans le monde. Il faut regarder, que ce soit dans la religion. Les gens, moralement, la façon, ceux qui dirigent la religion, ils n'ont pas la bonne santé mentale. Des gens vraiment moralement, éthiquement honnêtes. Est-ce que tu connais quelqu'un? Quand tu vas dans les églises, tu vas dans les mosquées, tu vois quelqu'un qui est comme ça? Non.
c'est ça. Les grands comportements moraux, la santé mentale des gens qui sont capables de laisser leur ego pour dire que je veux le bien commun, c'est-à-dire le bien de tout le monde à la fois. Sans distinction de tout. Les gens qui ont les grands qui sont les grands hommes. Tu vois, et dans tous les secteurs, il n'y a pas. Aujourd'hui, je regardais sur ta page, les gens qui veulent nous libérer, on va les combattre. Tout à fait. Hein? Tout à Les fait. gens celui qui vient, il dit, bon, voilà, comment on va faire pour vous libérer, il faut le combattre. Tu vois, donc aujourd'hui, on est notre propre ennemi en nous-mêmes. Après, on dit, ouais, après, quand tu t'assois avec les gens qui sont dans la religion, ils sont malhonnêtes, les policiers sont malhonnêtes, même dans la famille, même quand tu regardes dans la famille, nos familles, on regarde en Afrique, par exemple, nos familles, nous sommes, le frère, il n'aime pas son frère. Donc, c'est un truc général, c'est un truc global. Tu ne peux pas regarder, quand tu regardes la société, même que ce soit en Europe, que ce soit partout, en Afrique c'est plus grave, mais partout c'est comme ça. Alors, regarde par exemple la situation, si tu veux, si tu permets, et regarde en Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas comment les Bédier et Afinguessan, on a 2 jours de l'élection, ils ont dit qu'ils veulent être candidats. Maintenant, ils disent qu'ils ne partent plus à l'élection parce qu'ils n'ont rien à proposer, peut-être. Je ne sais pas. Ça m'épate. Et ils attisent un peu la haine et la guerre, alors que, quelle que soit l'issue, il faut que les Ivoiriens restent en paix. Parce que la politique, ce n'est qu'un jeu. Il faut savoir ce qu'on gagne, ce que le peuple gagne, c'est tout. Mais le guide, tu sais, aujourd'hui, les médias, ça donne des fausses, il y a des fausses informations. Aujourd'hui, si tu regardes, je n'ai pas dit à 100%, la population africaine en Côte d'Ivoire, tu comprends, les gens, ils ne veulent pas des médias, ils ne veulent pas d'affiner ça. Quand tu donnes la liberté aux gens, tu dis, ben, les gars, la voie de liberté, si vous voulez. Tu vois, tout ça, c'est médiatisé. Tout ça, c'est médiatisé. Personne ne veut de médias. Personne ne veut d'affiner ça. Tu comprends? Mais tout ça sont les médias parce que la réalité, quand tu vas si toi tu vas à Abidjan aujourd'hui, tu vas regarder la réalité, elle est différente. Et cette réalité, les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas qu'on parle. Les chefs de village, attendez, les chefs de village, hein? Regardez dans chaque village. Allô? Non, tu es en direct, vas-y, tu disais? Voilà. Il faut regarder en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que comment on appelle là, les chefs traditionnels, à qui ils ont choisi? Et je te dis, le guide, et ceux-là, ils ont beaucoup à dire. Hein. Les chefs du village, lui, c'est tout le village qui l'écoutait. Bon, de toutes les... Ceux-là, on ne les écoute pas parce que ceux-là, quand ils disent comme ça, eh bien, tout le monde suit. Mais aujourd'hui, on a des petits gens qui ne sont même pas... Allez, il faut dire que dans le village, dans la réalité, quand ils vont là-bas, ils ne sont rien. De toutes les manières, j'entre pas dans les débats partisans. Je voulais juste constater que quand on demande aux Africains de prendre leurs responsabilités, d'avancer pour éviter le chaos, tout le monde veut aller au chaos. C'était ça mon but. Ok, mon cher frère, tu voulais dire un truc avant de partir parce que on a un autre appel qui est en attente là. Okay. Je te laissais. Ok, parce que sinon, on souhaite qu'il y ait la paix en Afrique et partout dans le monde, quoi. C'est juste qu'on espère, mais bon, ça c'est quelque chose, ça n'a jamais été possible. Donc, bonne soirée. Merci, ça va être possible, ça va être possible. Il ne faut pas se décourager. Il faut, vous savez, je parlais tout à l'heure de Gbagbo et je pense que Gbagbo a pris, j'ai senti beaucoup de hauteur quand même et d'humilité. Il a dit que Ouattara a les clés. Lui, il est un ex-prisonnier. Lui, il est prisonnier. Et ça m'a fait mal aussi de voir cette Afrique qui s'enferme elle-même. On aurait pu trouver des solutions sur place. Et Gbagbo a dit qu'il était mieux traité à la CPI qu'en Côte d'Ivoire. Donc il a préféré la prison du Blanc pour avoir une vie garantie.
Même si c'est le blanc qui vient t'attraper, vaut mieux qu'il te garde. Parce que dans sa haine et sa hauteur aussi en même temps paradoxale, il va quand même te donner des conditions dignes. Chez nous, parfois, la sauvagerie peut prendre d'autres tournures. Si beaucoup d'enfants partent d'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ont faim. Moi, j'ai amené une délégation d'amis français et suisses un jour au Cameroun et ils me regardaient comme un sorcier. Mais qu'est-ce que les gens s'y viennent? Pourquoi? Mais parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la France, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, ils ne savent pas ce qui nous lie, ils ne comprennent pas comment des gens peuvent quitter leur pays alors qu'ils ont tout. En Normandie, j'ai un ami, Christian, qui était un fermier. Il travaillait seul, enfin avec son frère, mais il avait plus de 150 hectares. Donc il produisait les poules et les œufs pour au moins tout. Il pouvait nourrir une ville de 50 millions d'habitants. Quand on venait acheter les poules chez lui ou les œufs, chaque semaine, c'était des camions et des camions. Et pourquoi? Parce que seul, il a l'outil de production d'un million de personnes en Afrique. Il y a la machine. La science s'est réconciliée avec la politique. La science est l'amie de la religion et l'amie de la politique. Parce que la religion est une manière de voir la politique des hommes de manière scientifique. C'est pour ça que vous voyez, un direct comme ça est propre. Il n'y a pas trop de gens. L'Africain a la peine à prendre la patience d'écouter. Et je dis toujours que la connaissance, c'est deux choses. Le temps, la patience, l'écoute. Pour ajouter la troisième. L'Africain est trop pressé. Il faut qu'il aille vers quelque chose qui bouge. Il faut que le piment monte. Il faut que la bière coule. Qu'on mange. Allons vite manger. Et dans ce manger-là, les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Et je pense que c'est... Il y a un intellectuel qui disait que... Je ne suis pas très d'accord avec lui, mais il a quand même un peu raison. Qu'en Afrique, il y a trop de bruit. C'est le bruit qui nous empêche de réfléchir. Quand il y a le bruit, vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas écrire. Dans nos maisons, on est toujours 10, 15. Les gens entrent, ils sortent. On t'appelle boire une bière au bar. Ici, nous sommes confinés. Non-confinement OTA. Oh, diva. Nous sommes dans une civilisation où les gens prennent le temps de se renfermer. L'introspection, qui nous sommes. C'est pour ça que les lumières éclatent. Les gens réfléchissent. Les gens ne sont pas d'accord. Ils travaillent. Ils se posent des questions. Si je suis président demain, je dis si, j'interdis l'utilisation de la machette. 2, j'interdis l'utilisation de la... J'interdis pas la musique, mais j'interdis le remuement des fesses du postérieur. 2. 3, j'interdis le bruit. La machette parce que vous ne pouvez pas en 2020 cautionner que les gens n'acceptent pas d'utiliser l'intelligence. La machette pour débroussailler, la roue pour sacler, ça s'arrête. Dès qu'on interdit ça, les gens vont trouver quelque chose de mieux. Ils vont faire le tracteur. Il vaut mieux prendre les ânes et faire des tracteurs. Il vaut mieux tenir même la charrue. Il vaut mieux retourner à la charrue. Donc, c'est ces questions-là qui... C'est ces questions qui me... Bonsoir C'est ces questions qui me... musique, mais j'interdis. Oh, pardon. Il y a eu quelqu'un qui a appelé là, je n'ai pas vu. Je pense que je vais mettre... Voilà. Voilà, je pense que j'ai pris l'appel. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir, c'est timide. Oui, bonsoir, mon très cher. Comment va cet Américain? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis content de vous attendre. Ah, je suis aussi content ce soir.
Je suis dans un débat assez philosophique avec vous ce soir. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi nous mourons? Pourquoi la politique est... Je sais pas. Donc, je t'écoute, mon cher. Mon cher guide, vous ne pouvez pas comprendre qu'Alassane Ouattara, c'est comme une drogue. Hmm. La drogue est dans les veins, la drogue est dans mes veins. Est-ce que vous pouvez comprendre que madame et moi, ça fait depuis hier que nous sommes en train de conduire et nous devons faire 1120 km pour arriver à New York, juste pour aller voter et retourner. Vous allez voter pour la présidentielle américaine? Non, oui, ça sera le 3. On n'est pas pressé pour ça. Mais nous allons voter pour Alassane en conduisant aussi longtemps comme ça. Mhm. Ah, vous faites 1200 km pour aller voter pour Alassane. Pour Alassane, nous avons fait ça en 2000 et nous allons refaire encore. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que le pays est au bord du chaos, le pays est au bord du gouffre et que ça ne va pas bien à Abidjan, surtout ce soir? Non, ils veulent seulement influencer les gens, ils veulent seulement nous effrayer. Tout va très bien, super bien, je peux dire. Non, comment vous pouvez dire? Vous n'allez pas quand même dire super bien. Moi. Enfin, j'ai vu les images, hein, les microbes, les dabous, les choses comme ça qui brûlent. Disons aussi la vérité, même si on a un camp, hein, mais disons quand même la vérité. Il y a une petite tension quand même. Oui, le guide, je vais vous dire une chose. Vous saviez, Mm. on ne veut pas laisser le président Alassane diriger comme il le faut. Donc, il faut fortement le déranger. Il faut forcément provoquer la haine. Il faut forcément qu'il y ait des bains de sang. C'est ça leur politique. Il faut que des gens meurent pour qu'on accuse demain que c'est autant d'Alassane qu'il y a eu tant de morts. Ils veulent forcer le bain de sang. Sinon, il n'y a pas de volonté d'aller mourir actuellement. Ce n'est même pas possible. Vous êtes candidat, allez-y aux élections, allez-y battre votre campagne et vous allez vous présenter. Pourquoi exciter encore des jeunes à aller se faire tuer? Pourquoi? Et puis encore ce que je vais vous dire, monsieur le guide, ce qui s'est passé dernièrement, c'est un groupe qui est sorti de Libéria, avec preuve, hein, je veux dire, avec preuve, de Libéria, venir créer la zizanie en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire provoquer deux communautés pour que ces deux-là se battent entre elles. Mais pourquoi on est toujours en train d'accuser? C'est quoi les preuves qu'on a? Parce que quand on accuse dans le Libéria, ça met. Je sais que c'est déjà l'est de la Côte d'Ivoire et c'est proche de la zone Bété ou des Guérés. Et on va assimiler ça aux gens de Gagnois, de Bagbo, de tout ça. Donc, c'est pas très. Faut pas trop. Enfin, vas-y, je t'écoute. Je vais. Oui, je le dis avec preuve parce que nous avons pris beaucoup de militaires, beaucoup de ces mercenaires-là, à peine qu'ils s'exprimaient en français. Et ils ont tous avoué qu'ils ont été payés pour venir faire cette guerre en Côte d'Ivoire, provoquer cette zizanie. Et qui les paye? Et qui. Après les élections, je vous donne seulement une semaine après les élections, tout va sortir. Vous allez voir les vidéos, vous allez voir les visages et autres. Actuellement, nous ne voulons pas faire d'arrêt, c'est-à-dire nous ne voulons pas arrêter quelqu'un pour ne pas qu'on dise que oui, il arrête ses opposants et pour qu'il les empêche d'aller aux élections. Après les élections, vous allez voir que tout va sortir. Nous avons des preuves. Ils veulent forcément que le dossier Alassane soit gâté, c'est-à-dire soit mouillé de sang, quelque chose comme ça. Pour qu'on puisse dire oui, Alassane aussi, à son temps, il y a eu des morts. C'est tout ce qu'ils cherchent. Sinon, quand vous déposez vos dossiers, qu'est-ce qui vous empêche d'aller aux élections? Il vous a ouvert la porte, venez, on va aller aux élections. Non, vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez même pas remplir un petit stade, du stade de Fauboigny. Toute la coalition de l'opposition mise ensemble ne peut même pas remplir ce petit stade.
Alassane, tout seul, à l'inauguration, remplit le triple de ce stade. Tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? En réalité, j'ai compris ce que vous voulez dire, parce qu'en réalité, l'Africain est un faux fuyant. C'est un fuyeur. Si Alassane est candidat et que vous n'aimez pas et vous voulez le battre, mais mettez un seul gars face à lui et tout le peuple se déverse. Ici en France, on a fait ce qu'on appelle parfois des votes sanction. En 2002, moi je veux vous dire, quand Chirac devait passer, non, c'était Le Pen qui est passé au deuxième tour. Toute la France a voté Chirac. Il a gagné à plus de 80%, comme un roi africain. C'est-à-dire, tout le monde a dit on ne veut pas Le Pen. Donc, si les Ivoiriens, si les hommes politiques avaient cette culture de la maturité, rien ne les empêchait de dire peut-être Bédier face à Ouattara et tout le monde, tous ceux qui sont fâchés contre Ouattara, ils peuvent s'exprimer. Quand on bloque le pays, ça détruit l'économie, ça tue les jeunes, ça gâte l'avenir. C'est ça que vous voulez dire? C'est ce qu'ils veulent. Parce que remarquez, en 2010, il y a eu la coalition aussi de l'opposition contre Gbagbo. C'est ce qui a équilibré la balance. Et Alassane est passé. Mais cette année, l'opposition est complètement déchirée. Ils ne s'attendent pas entre elles-mêmes. Et tout ce qu'ils ne peuvent pas élire, c'est-à-dire ces opposants ne peuvent pas élire un seul parmi eux, où ils vont tous le supporter. Et tous, ils veulent être président. Tout le monde. Bédier veut être président, Soro veut être président, Abdi veut être président. Et même les supporters de Gbagbo veulent. Comment vous voulez 4 postes pour 4 personnes pour une seule chaise? C'est pas possible. Tout à fait. Alors, je t'ai écouté, donc tu vas aller faire ton vote et tu as un message parce qu'on est suivi à Abidjan. Tu veux que la paix revienne, c'est ça? Que les gens aillent en paix? Que la paix revienne. Vraiment, nous avons vraiment terriblement besoin de cette paix. Et que le président Alassane, comme moi je le pense, je sais que peut-être il va le faire. Je sais qu'il ne va pas finir son mandat de 5 ans. Il va juste avoir le temps de former. Mais tu sais qu'avec tonton Alassane, on ne peut plus juger. Hein? Il a dit qu'il ne peut plus être candidat pour le prochain mandat. Bon, après... Non, c'est-à-dire, je vois venir, il ne va pas dire en avance que je vais faire 1 an ou 2 ans. Il va surprendre tout le monde. Laissons ce côté au risque de nous dédire. Allez, ça, c'est vrai. Moi-même, ça m'a coûté. Voilà. Ce que je souhaite qu'il y ait la paix et qu'on puisse aller voter dans la paix. Et puis bon, on retourne encore. Puis bon, l'économie et autres là vont toujours continuer à démarrer. Je suis ravi d'avoir écouté ce frère qui est aux États-Unis et qui est en train d'aller voter. Vous voyez, il fait 1200 km aux États-Unis pour aller voter. 1200 km. C'est comme si tu partais de 1200 km. Korogo jusqu'à Korogo Abidjan. C'est comme si tu fais Kousséri, Yaoundé. C'est ça le développement. Et il va faire 1000 km en 3 heures ou 4 heures. Et c'est ça qu'on demande à l'Afrique. Et je pense que Ouattara, on pourra tout dire, mais c'est des gens qui avancent. Et c'est là 2 idées de l'Afrique qui se bloquent. C'est-à-dire, il y a des gens qui estiment qu'ils ont une fierté africaine et que l'Afrique ne doit pas pactiser avec une quelconque puissance pour le développement. L'Afrique ne doit pas se développer. Parce qu'il y a la France là-dedans, il y a le blanc. Mais c'est paradoxal parce qu'eux-mêmes, ils travaillent en Europe pour la plupart et ils aident les pays européens à se développer. Chaque jour que vous portez même une poubelle sur la tête en France, vous êtes en train d'aider la France à se développer. Donc les Européens qui travaillent aussi chez nous aident l'Afrique à se développer. Mais maintenant, est-ce que c'est vous qui initiez le développement? Est-ce que ça vous profite? Et le frère de tout à l'heure a fait une bonne remarque, c'est que les gens, il faut une culture politique, il faut une maturité politique. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on ne joue pas avec la vie des gens.
La politique, c'est changer la vie. Il faut que les gens aient la lumière, ils aient l'eau, ils aient le travail. Et si les gens étaient matures, un vrai homme politique en Côte d'Ivoire battrait Ouattara. Aujourd'hui, il est en mesure de battre le président Ouattara avec un projet, avec un consensus, avec une mobilisation. Mais les gens font la mobilisation pour la guerre. C'est plus facile de faire la guerre que de faire la paix, non? Quand tu détruis, là, est-ce que tu fais un effort? Si quelqu'un se met là et dit je n'aime pas M. Bissot, il est ceci, il est ceci, ça ne lui fait même pas un diplôme. Mais commencez à apprécier ce qui est bon. Parce que les yeux ne savent pas ce qui est beau. Hein? Parfois, quand on n'est pas initié. Et donc, pour ce débat, on avait aussi à dire que, vous voyez, un coup de fil, pourquoi en Afrique, on n'arrive pas, pourquoi en Afrique, on n'arrive pas à basculer vers la modernité? Pourquoi en Afrique, on n'arrive pas à proposer des choses bien? Pourquoi en Afrique, nous ne nous battons pas pour qu'on ait le meilleur? Pourquoi en Afrique, la politique n'est pas un jeu qui fait plaisir? Pourquoi on veut tout casser? Et c'était ça. Et la même situation. Bonsoir Aïcha Bonita. La même situation où se trouve la démocratie. Pourquoi il y a des guerres pendant les élections? On ne peut pas faire, on ne peut, on ne peut faire des élections sans guerre. Ça, c'est la question de Mireille. Et puis, nos faiblesses deviennent une tare parce que nous ne sommes pas capables de déceler nos priorités. Ça, c'est une très belle intervention d'Elvire. Quand il y a la crise, on négocie. Ça, c'est Ouattara, c'est Babo, le président Babo qui l'a dit. Euh, je suis également parfaitement d'accord, ça c'est Brice, avec vous le guide, et justement, il y a quelque chose de très paradoxal dans le comportement des Africains dits chrétiens. L'enseignement du Christ de manière optimale est basé sur deux principes. Tu aimeras ton Dieu de tout cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si vous n'employez pas les mêmes termes, vos enseignements sont axés sur les préceptes et les Africains. On n'a pas besoin d'enseigner quelqu'un à être bien. Je dis même les pygmées, même les gens en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quand ils trouvent quelqu'un, on lui donne d'abord un bol de riz. Nous, c'est nous qui avons créé la générosité, l'hospitalité, la fraternité. Mais comment les autres viennent de loin nous apprendre ce que c'est? C'est pour ça qu'il faut écouter les savants africains. L'Européen est plutôt venu nous dire que le paradis est là-bas. Donc c'est pour toi. Il faut laisser ta famille, sauve ton âme. Donc l'individualisme est au cœur d'un système qu'ils appellent religieux, alors que ça ne cadre pas avec parfois les valeurs. C'est pour ça que la religion va avec la culture. La culture, c'est la religion. Vous voyez, les musulmans sont prêts à mourir pour sauvegarder leur culture. Les Européens aussi occidentaux, là, les Français, comme ce soir, remettent en cause les gens qui viennent déranger parce qu'ils touchent leur culture. La culture chrétienne est totalement occidentale. Donc c'est une guerre entre chrétiens et musulmans qui est en réalité une guerre de culture parce que c'est différents points de vue. Ils vont se battre. C'est comme les Chinois, ils sont indo-bouddhistes, tout ce que tu veux, taoïstes, mais ils n'ont pas la même vision du monde. Alors les Africains, nous, on nous a dit, venez, entrez ici dedans. Et comme des moutons, chacun est allé entrer dans les choses qu'il ne comprend pas. Et on fait les récitations des perroquets, ce que j'ai appelé la perroquéisation de l'intelligence. Alors, Nadine Gandé nous dit, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. C'est à nous de nous battre pour la prospérité de l'Afrique. Dieu ne viendra jamais sur terre. Mais bien sûr, on nous a tout donné. On nous a tout donné. Le cerveau humain. Donc quand les Africains encore aujourd'hui viennent se plaindre du CFA, la France nous a fait ceci, le CFA, la France a fait cela, la France, mais ça montre la démission. Posez-vous la question de savoir pourquoi on nous fait ça.
Si moi je vais à la bagarre, le gars me tape. Je ne vais pas rentrer en pleurant qu'il m'a tapé. Est-ce que c'est la solution? Il y a une prochaine bagarre demain. Moi, je vais dormir avec la bosse. Je ne fais que me masser la bosse en pleurant. Et il y a l'autre combat qui m'attend. Non. Quand on te tape, tu fais les pompes. Quand les équipes jouent, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, on visualise les matchs. Il faut prendre le match. D'autres équipes, on l'étudie. L'entraîneur projette l'équipe au tableau et il dit à ses joueurs, regardez les points faibles. Dans l'équipe du Nigeria, il y a Omokachi, il y a Jejo Okocha, il y a Sondé Olisha, il y a ceci. Si on met Djipakem ici, il va tacler Jejo Okocha. Si on met Koundé Emmanuel là-bas, il casse Samson Siasia. S'il met là-bas, et c'est comme ça que le Cameroun gagne le Nigeria. C'est comme ça que le Barça neutralise le Real. C'est comme ça que la France gagne la Coupe du Monde, fracasse l'Italie. C'est comme ça qu'on tape le Brésil. Ou c'est comme ça que... Mais ça s'appelle la stratégie, non? Dans la vie, tout est stratégique, mes chers frères et sœurs. Nous, on dort sur le lit en disant que Dieu va nous sauver. Mais bien sûr, Eli Rokngema, et ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Vivre, c'est résister. Et Mifokam, ayons la niaque de dire enough is enough. Mais c'est ce qu'on est là, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Et je ne sais pas. Ce n'est pas un désir d'intelligence de venir faire les directs pour insulter que l'autre. Nous, on vient, nous, on attribue. Mais vous êtes trop bêtes et trop nuls pour ça. Il faut réfléchir globalement comment sortir de la crise. Diane Fumo, toujours bien habillée, c'est un détail. Hein? Je suis né comme ça. Sans intrigue. Hein? Vous avez raison 1000 fois. Jadipi. Bonsoir, le très charismatique, le guide Pépé. C'est Willy Mba. Kagame l'a fait au Rwanda. Mais pour que Kagame le fasse, il a fallu le chaos ou pas? Mais c'est ça, la maladresse des Africains, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait 1 million de morts pour qu'on commence à prendre des leçons. Combien d'enfants il faut qu'on tue à Kumba? Ça fait 4 ans. Les jeunes qui veulent sortir cette nuit-là ou demain casser Abidjan, là, qui doit les stopper? Il faut arrêter la folie destructrice de l'Africain. Kagame l'a fait, mais qu'est-ce qui prouve demain qu'après Kagame, le pays ne va pas rebasculer dans la guerre? Qu'est-ce qui prouve? Alors, Marie-Elvire dit, sans juger, la France a mal intégré les immigrés en estimant qu'ils étaient dans la capacité de comprendre l'importance de la liberté. Voilà les conséquences. Il faut aussi savoir que quand les immigrés arrivent, quand nos parents ou nos grands-parents sont arrivés là, ils ne savaient pas où ils partaient. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les jeunes sont au Cameroun, sont en Guinée, sont au Congo, sont au Gabon. Quand ils prennent l'avion, quand ils prennent la route, le désert, même s'ils ne comprennent pas, ils savent quand même. Ils ont une idée. Ils rêvent. Ils voient la télé, ils voient le net. Ils savent à peu près comment est Paris. Hein? Avant, nos ancêtres ne savaient même pas où on les amenait. C'est aussi ça le drame de l'esclavage. C'est-à-dire, on ne disait pas aux gens. Mais les conditions dans lesquelles on traitait déjà nos ancêtres, ils devaient quand même se douter que là-bas, ce n'est pas le beurre. Hein? Le guide, quand je t'écoute parler, mon cœur et mon sang rajeunit et mon cerveau mûrit. C'est le but. C'est le but. Nous ne devons pas céder une parcelle de notre pouvoir, de l'intelligence aux autres. Quand j'écoute, vous savez, j'écoute les médias là, je vois BBC, TV5, France 24, tout ça. Ils jouent, ça les amuse. On met quelques noirs aux grosses lèvres là pour commenter, mais ils veulent que l'Afrique chute. Ils veulent que l'Afrique se détruise pour reconstruire derrière. Ils aiment venir en sauveur. Mais il faut leur dire qu'on n'a pas besoin de sauveur. L'Afrique n'est pas obligée d'aller en guerre. On peut s'asseoir, on peut s'entendre, on peut négocier, on peut avancer.
on peut trouver des solutions, on peut se parler, on peut... C'est ça. Qu'est-ce qu'on demande, par exemple, au Cameroun, au président Biya? Mais parle à ton peuple, c'est tout. On demande à Biya, parle à ton peuple. Prends tes responsabilités, c'est tout. Les gens n'ont pas dit qu'on n'aime pas tel, on n'aime pas. On n'est plus à ce niveau. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'on va faire. Les gens veulent être en sécurité. Elle dit baisse de morale. Non, il ne faut pas baisser. Surtout, ne baissez pas de morale. Battez-vous toujours. Il faut avoir un rêve. Fadima Toudalil dit ce monde fait vraiment peur. Si seulement tout le monde pouvait comprendre qu'on doit tous ensemble y remédier. Mais le monde fait peur, les amis. Le monde n'est pas un jeu. Le monde n'est pas un jeu. Je vous fais une confidence. J'ai discuté hier avec une dame qui est un très haut niveau de la banque, une des meilleures banquières, même en Afrique. Les Africains ne comprennent pas. La France a mis un système en Afrique avec le CFA, mais au-delà même du CFA, ils ont détruit la moelle épinière de ce continent. Et c'est à leur profit, parce que s'ils ne le font pas, ils vont mourir. Donc on est dans la survie, là, la quête de la vie. Il faut que les autres meurent. Alors, le CFA, par exemple, on parle de taux de change, ceci. La France a fait un rapport pour dire que le CFA ne leur rapporte rien. Moi, j'ai toutes les données pour qui montrent que c'est faux. Et le CFA, vous avez 50% des réserves de quelqu'un que vous gardez. Donc, je vous vends cet avocat. C'est simple. Je vous vends cet avocat. Qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez. Vous me payez la moitié. S'il coûte 100 francs, vous gardez 50 francs dans votre banque. Et les autres 50 francs, si vous ne me les donnez pas directement, vous déposez ça à la banque centrale, dont la BEAC. Et la BEAC vend les 50 francs là aux autres banques commerciales et tout ça, ces trucs machin là en Afrique. Et ces banques-là sont quoi? Elles sont françaises pour la plupart. Quand les Français n'en veulent pas, ils donnent aux Marocains. Quand ils ont déjà rapatrié tout leur argent, ça fait que quand tu veux aussi mettre des devises, tu mets dans une banque française, elle remet à la BEAC et la BEAC remet à la Banque de France. Donc, c'est un chemin très compliqué. Et la France vend. Donc, tes 50 francs, on te les revend. Et si tu veux les prendre, on te propose en plus des services, comme tu n'arrives pas à produire. C'est pour ça qu'il faut une réflexion. Qu'est-ce que j'ai dit en début de ce direct? Peut-être avant qu'il ne coupe. Il faut interdire la machette. Il faut interdire de produire pour enrichir l'autre. Parce que tant que tu vends, donc la solution pour tuer cette économie, par exemple, du CFA, c'est pas dans les trucs de Kémy Seba qui bavardent avec les veines. C'est la technique. Ça veut dire ça, mon avocat, je ne dois plus le vendre à quelqu'un qui va garder mon argent. Il faut donc trouver un mécanisme de ne plus le vendre. Soit tu laisses l'avocat pourrir, c'est ça que les Indiens ont fait. L'avocat, l'Indien a dit, ok, si les Anglais continuent à nous embêter, on ne leur vend plus rien, on ne mange plus aussi rien, on ne prend plus. Ça va créer un sursaut. Ça va créer. Soit vous allez transformer votre avocat en purée, et vous allez consommer ça dès la maternelle, obligatoire au petit déjeuner pour tous les enfants, pour consommer votre propre production, soit vous allez trouver des dérivés, soit vous allez trouver des partenaires, même à l'océan Indien, à Singapour, en Indonésie. Il faut sortir de ce schéma. Et là, quand les gars vont demander, les avocats vous disent, non, gars, si c'est pour garder notre argent dans vos banques là, monnaie de change, terme de ceci, nous on est fatigués, on n'a pas d'avocat. Il dit, mais envoyez-nous les oranges. Vous dites, non, nous-mêmes, l'orange, si on va d'abord consommer ça. Et vous commencez à créer un circuit
économique fort. Parce que derrière l'orange, là, la pulpe peut servir de biogaz pour l'électricité, pour le butane, pour ceci. L'orange peut servir de ceci, de cela, les jus de carotte, les jus de ceci, l'industrie. Donc quand on crée dans l'industrie, on commence à avoir la valeur ajoutée à notre économie. Vous avez compris? C'est des choses très simples. C'est pas compliqué. Voilà un peu ce que je voulais dire aux Africains ce soir. C'était pas un live très excitant, je sais, mais il y a des lives personnels. Il y a des lives que je porte personnellement. Je n'ai pas envie qu'il y ait trop de masse d'ailleurs. Il y a des trucs que j'ai envie de dire et des messages simples. J'ai envie que les Africains comprennent qu'on ne sort pas d'un état sans réfléchir. On ne passe pas d'un état liquide à un état solide par un coup de baguette magique. Sinon, il y a cassure. Pour que l'eau arrive à congélation, il y a des étapes. Avant d'arriver à 0 degré, il y a une chute, une dépressurisation. L'avion atterrit doucement. Il n'y a pas de chute libre. Une chute libre, ça veut dire que c'est la préparation, c'est la mort. Et la chute libre nous arrive aujourd'hui en politique parce qu'on n'a pas préparé les esprits à la politique. Les gens sont dans la politique, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai vu par exemple ce soir, les gens, on a inauguré à Douala un stade de football à Djapoma. C'est mon village, hein, Djapoma. Et je suis choqué parce que ce stade devait porter le nom du fils de Djapoma qui a fait connaître le Cameroun dans les plus belles lettres du monde, donc Roger Mila. Ce stade devait s'appeler Roger Mila, les gens ont refusé. Et ce que je voyais, j'ai vu des Noirs venir là en 4x4, tous les officiels, les ministres, tout ce dessin, tout ce tralala là. Et ça m'a fait pitié pour l'Afrique. Il y avait plus de 250 grosses cylindres qui viennent d'ailleurs. Ça vient du Japon, mais c'est vendu par la France. Kami Toyota, tout ça là, toutes ces choses-là, qui sont des sociétés françaises de représentation coloniale. Parce que les gens veulent parler, mais ils ne savent même pas comment est bâtie la France-Afrique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas acheter une voiture japonaise vous-même ou chinoise. Il faut qu'il y ait une société française sur place qui importe les voitures japonaises et qui les vend à l'État 10 fois plus cher. C'est un crime économique. C'est un crime économique. Donc, bref, dans ce stade-là, c'était beau, on vantait la beauté, mais les gens ne se sont pas posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter pareille imbécilité? Rien dans ce stade n'a été produit au Cameroun. Même la pelouse a été importée. Même le gravier a été importé. J'ai vu personnellement de mes yeux, au port de Douala, les fers, le ciment. Tout est venu de la Turquie, tout est venu de l'Italie. Et à quoi ça sert de dire qu'on a un stade si on n'arrive même pas à donner du travail, à créer de la plus-value? Après, on va accuser la France. Parfois, la France n'est même pas derrière ou directement impliquée. Mais les gens ont tellement une omnibulation. Les gens ont pris des centaines de milliards au lieu de donner le travail à leurs ingénieurs qui sortent de leurs écoles. Au lieu de mettre les gens à l'épreuve avec les nouvelles techniques, la 3D, et puis faire venir quelques experts s'il faut. On n'est pas fermé. Mais là, on a acheté tout. Les bateaux ont amené tout jusqu'au siège. Nous produisons le caoutchouc. Nous produisons le plastique. Faire un siège en plastique, ce n'est même pas pour un niveau de première année. Mais nous n'en sommes même pas là. Nous ne voulons pas travailler. Nous voulons la facilité. Et voilà comment les devises sortent. Et les gens qui disent que c'est trop et ne veulent plus cette dictature économique pour tuer la production nationale, ces gens qui disent non, nous voulons notre autonomie parce que nous-mêmes nous pouvons fabriquer notre chaise, notre pain, notre jus, on commence à leur tirer dessus. C'est ça l'Afrique. Allez, merci d'avoir suivi et je suis heureux d'avoir fait ce direct.
c'était bien hein, pour ce soir, il ne faut pas trop en faire. Et je reprends que je dis à tous mes frères ivoiriens de ne pas basculer dans la guerre. Je dis à tous les Camerounais de, de se remettre en question, de se poser les bonnes questions sur l'avenir du Cameroun. C'est quand je dis au revoir que les gens commencent à revenir. Vous voulez me pousser à rester. Or, je dis aux Camerounais, je dis aux Africains, ouvrez le cerveau. Ouvrez le cerveau. Tout ce qu'on nous a dit depuis 2000 ans est faux. Je dis faux. Faux parce que ce n'était pas vrai, mais faux parce que nous sommes entrés dans une nouvelle époque où tout ce qui a été dit est dépassé. Et à chaque étape de notre vie, le cerveau se reprogramme. L'intelligence revient. Les gens disent c'est pas vrai. Comment on a pu rester dans l'obscurité pendant longtemps? Or, les Africains disent nous voulons rester dans l'obscurité pendant longtemps. Tout le peuple dit mais comment on a pu accepter ça pendant longtemps? Et je sais que nous sommes des pionniers, donc nous ne sommes pas très aimés. Je sais ce que ça coûte. Je sais aussi quand même qu'il y a déjà des gens, il y a des Africains très avancés, qui savent l'importance de travailler ensemble, d'avancer dans la vie, de ne pas céder. Il faut qu'on éduque nos frères. Il faut qu'on prenne la parole. Parce que le monde, c'est un jeu d'équilibre. Les Européens disent, bon, chaque année, bon, ça c'est pas bon. L'hôpital, on remet. Et tout, non, c'est pas d'accord. On fait des recherches. Il faut. Chez nous, on dit, ah, pourquoi même la lumière s'y brille trop, il faut l'éteindre. Si on disait juste ça, on se taisait. On dit ça pour tuer le frère, qui est une lumière. Donc on tue la lumière physique, on tue la lumière spirituelle, on tue la lumière mystique, on tue la force intelligente. C'est pour ça que nous n'avançons pas et nous avons atteint quand même un niveau où il faut se dire qu'on ne peut pas diriger un pays comme ça. Et ce que je vous ai dit, par exemple, là, sur un stade au Cameroun, c'est valable dans tous les pays d'Afrique. Mais quel est l'homme politique qui a le courage de mettre ces choses à plat pour en parler, pour présenter au peuple? Parce que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Et quand on sent qu'un pays régresse, c'est quand vous n'êtes plus capable de faire ce que vous avez fait hier, facilement. Le stade Amadou Ahidjo, qui porte bien son nom, est le stade qui a été construit par un jeune ingénieur camerounais. Et ce stade est là depuis. Est-ce qu'il a un problème? C'est le meilleur stade. C'est l'un des meilleurs stades d'Afrique en termes de solidité. Nous sommes en 1970. Si nous sommes en 2020 et qu'on célèbre les stades importés du colon, comment on va encore aller accuser les gens? Ça veut dire que le management n'a pas évolué. Les gens vivent au Moyen-Âge. Les gens ont lu des livres anciens, des vieilles choses, et ils veulent venir imposer ça à une nouvelle génération qui veut de l'Internet, qui veut de la lumière, qui est capable de tout créer sur place. Il faut juste leur donner du peps, du tonus, de l'attention. Aujourd'hui, avec tous les moyens techniques, on peut faire une agriculture hors sol. Je ne comprends pas que les Africains, les jeunes, continuent de dire on a faim quand la terre est la meilleure terre du monde. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas à aller au marché avec 1000 francs et rentrer avec un sac plein. Parce que la tomate pourrie, ça, il suffit de la jeter partout. Il suffit de jeter un noyau d'avocat. Il suffit. Mais comme on dit, c'est la politique qui porte la vie. Et la politique, c'est la religion. La religion, c'est la culture. Celui qui a dit le contraire aux Africains a raté totalement. Si les Européens ont atteint ce niveau de développement, c'est parce qu'ils ont associé très vite la culture à la religion et à la politique. Si les Arabes ne se laissent pas abattre depuis toujours, c'est parce que la culture est religion et la religion est politique. C'est ce qu'on appelle les frères musulmans. Allez lire. D'ailleurs, en Égypte, les frères musulmans ont gagné l'élection.
les Américains ont remis un général pour leur dire arrêtez ça. Si on perd l'Égypte, on perd le canal. Et si on perd le canal, on gagne en insécurité face à Israël. La même chose au Cameroun. Les Occidentaux se disent, si on perd le Cameroun, si ce pays-là nous échappe, toute l'Afrique va nous échapper. En ce moment, les gars sont assis au Congo, à Brazzaville, ils sont en train de fêter les 70 ans de la France-Afrique, de l'Afrique qui a libéré la France. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte. J'aurais aimé que les Africains fassent ce même forum à Brazzaville pour le développement de l'Afrique en Afrique. Ils sont en train de réfléchir sur la France, le rôle de l'Afrique en France. Qu'est-ce que ça apporte aux petits Africains? Nothing. Allez, merci d'avoir été là. Je sais que vous voulez les directs qui mettent très long, mais permettez-moi de partir. On est passé à 100 000 repas pour 100 000 enfants. Tout le monde ne peut pas donner, tout le monde n'a pas le cœur à donner. Ce qui est dangereux, c'est que les gens qui veulent donner soient empêchés par ceux qui ont le cœur à donner. Donc, nous recherchons des bénévoles. Sur place, à Douala, Yaoundé et à Kumba, on va trouver. Et nous recherchons aussi des gens qui mettent la main. Et c'est une culture, finalement, de la grandeur. J'écoutais la radio aujourd'hui dans mon véhicule et j'ai vu, il faut donner pour Amnesty International, il faut faire des dons pour l'Église, il faut faire les dons pour la Croix-Rouge, il faut faire les dons. Les Européens savent donner pour des causes nobles. L'Africain pleure et il reste en pleurs, il tombe malade parce qu'il pleurait et il n'arrange rien. Trouvons des solutions nous-mêmes et nous allons nous développer. Je suis le fondateur d'Akeva. Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Et chacun a une vie, mais on peut l'augmenter et de meilleure qualité. On augmente la vie avec le savoir, avec l'écorce, avec l'ouverture, avec la lumière. C'est pour ça qu'au lieu de déblatérer, de pleurer, il faut former. Nous encadrons donc des chefs d'entreprise, des managers, des femmes, des hommes, des gens qui veulent avancer dans la vie. Nous prenons nos responsabilités. Il faut expliquer aux gens comment marche le monde et ils commencent à marcher eux-mêmes. Chez nous, on vient juste dire, je suis coach. Vous savez, mon grand-père était un grand pasteur, un grand homme d'église. C'est pour ça que je suis un homme de Dieu. Et mon grand-père avait une technique simple. Il mettait toute son église au travail. C'est pour ça que de ses propres mains, il a laissé 250 hectares de palmeraies. Lui. Et tous ses enfants. Nous tous, on entrait à la palmeraie à 5 heures, on sortait à 18 heures, 19 heures. Parfois, je tombais malade exprès pour ne pas aller à la plantation. Et il disait non, c'est le chef. Le chef peut tomber malade, mais nous, on doit aller travailler. Donc, il avait réussi à transformer l'église en production autonome des vivres. Les gens travaillaient dans l'église. Il mettait des gens à cultiver la terre, cultiver le jardin. J'ai hérité ça de mon grand-père. Nous devons creuser. Akeva, 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 et partageons. Merci. J'aurais bien pu faire un direct plus grand. Hein. Bon. Ça ne me gêne pas. Hein. À 2 heures du matin, je peux me lever, je fais un autre direct. Maintenant, il faut qu'on obéisse à le couvre-feu. Il est 20 heures. J'ai 1 heure pour les courses. Le simple coton. Ah, ben dis donc. Bonsoir à toi, grand frère. Ah, ça, c'est John Léo. Merci pour ton intervention propice de développement enseveli par le poids et la foi de l'emprise néocoloniale de nos dirigeants corrompus entravés par l'appât du gain. Ok. Dit Kerf, le simple coton, nous sommes incapables de transformer ce coton. Mais nous disons, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais comment? Qu'est-ce qui t'empêche de transformer le coton? Vous savez, les gens se moquent parfois de mes vestes cintrées, je rigole. Mon couturier est au marché Congo. Il est à Douala. C'est le confinement si même qui gâte les affaires.
Moi, j'ai vendu des vestes au chef d'État. Je les ai pris au marché Congo. Nous avons la capacité, le génie. Les chemises, que ce soit du Alain Figaret, que ce soit n'importe quelle marque, je peux vous dire que vous prenez Alain Figaret, vous prenez n'importe quelle marque ici, même de grand luxe, vous mettez ça à Douala ou à Abidjan, le gars te refait la même chemise sans être allé à l'école en 10 minutes. Mais il faut lui donner les moyens. C'est un sujet important. Quand je vois l'armée, vous savez, un jour j'étais au Hilton et puis une jeune dame m'aborde. C'était les jeunes françaises. Elles étaient venues vendre. Je vais vous montrer sa carte de visite parce que c'était un peu choquant. Elles avaient des suites logées par l'État, par l'armée. Elles étaient venues vendre les tenues, les épaulettes, tout ça à l'armée camerounaise et à la police. Et ça m'avait choqué. Mais je n'ai rien pu faire parce que une semaine après, je pense qu'elles ont été même payées avant même d'avoir gagné le marché. Je les ai vues dépenser l'argent dans ce même Cameroun, dans notre argent, pour vendre les écussons à l'armée. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. Nous n'arrivons même pas à créer l'industrie. Même coudre nos épaulettes. Donner le travail. Et même quand on donne un peu, on ne paye pas. Il y a des choses qu'on peut dire. Simon Samnik, tant que l'Afrique sera sur le chemin que les autres ont inventé, sera toujours perdu. Oui, le guide, mais nous avons au sommet des États des vieillards qui sont à l'arrêt du temps. Comment les sortir? C'est une question compliquée. Merci pour cette remarque sur le CFA, Omar Koyate. Sur le plan spirituel, avec la renaissance de la religion. Vous voyez, j'allais conclure un direct comme ça sans prendre vos interventions. C'est pas normal. Un problème global, solution globale. L'Afrique doit renaître. Le silence et la réflexion sont deux concepts d'intelligence. Le guide, quand tu écoutes parler, mon cœur, ouais. Hmm, hmm. Allez, bonne soirée mes frères. Je vous adore. Partagez ce direct. N'hésitez pas à nous suivre. On a dit 100 000 repas et nous voulons des bénévoles. Il faut que les enfants mangent bien à Noël. Bonne salade, bon poulet, comme les mamans faisaient à l'époque, du bon riz, du pain, un bon petit jus pour tous les orphelins, tous les déplacés. Les enfants fuient le nord-ouest, le sud-ouest. Les gens fuient. Il faut leur donner au moins un repas. Allez, je vous adore. Merci. Ah là là.